Service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Raikkonen on the inside, and he's crashed with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it too. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 spéciale, vraiment spéciale pour le retour du Grand Prix de France de la F1. Spécial à plusieurs titres puisque exceptionnellement le warm-up durera plus de 30 minutes normalement. Les règles étant faites pour être brisées, surtout celles qu'on met en place. Deuxièmement, le warm-up est en live, c'est une première cette année et vous aurez droit à un live après la course. L'émission d'après-course aura lieu en live après la course aujourd'hui. Donc du coup, il y aura rien demain soir, hein, on ne peut pas tout faire non plus. Je ne suis pas seul, bien sûr, donc je suis Buchor, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je ne suis pas seul pour animer cette émission. Je suis accompagné de 3 compères, fidèles parmi les fidèles. Shinji, bonjour Shinji. Bonjour. Fab, bonjour Fab. Bonjour, très bonne première intro. Et le prince du faux départ, bonjour Escape. Enculé. Bonjour Buchor, bonjour à tous. Mais c'était avec plaisir. Messieurs, on va arriver un tout petit peu après à la partie sportive et du week-end avec les essais libres et les qualifications. Mais avant, je pense qu'il est impossible de passer à côté de la grosse actu de ces derniers jours, qui est le fait que ça y est, le divorce entre Red Bull et Renault va être consommé à la fin de l'année et que la nouvelle lune de miel entre Red Bull et Honda va pouvoir débuter pour les 2 années à venir, donc 2019 et 2020. Pour commencer, ils disent. Après, je vous laisse juger de ces. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais du coup, qu'en pensez-vous? Bah déjà, comme tu as dit, ça y est, c'est-à-dire que c'est pas une surprise. Ça fait des mois, si ce n'est des saisons, qu'on sait que la vaisselle vole. Que la vaisselle vole, voilà, tout à fait. On savait quand Honda a rejoint Toro Rosso qu'il serait peut-être dans l'idée que Red Bull soit équipé de Honda. On pouvait aussi se dire que avec un Renault équipant l'équipe Renault, mais aussi McLaren, le rôle d'écurie première pour le bloc Renault pourrait être mis en cause, forcément. Donc Red Bull voulant quand même être une équipe de pointe, surtout par rapport aux moteurs qu'ils vont posséder. C'est presque comme a dit Horner, c'est presque logique. Oui, enfin, le truc, c'est que l'état dans lequel les performances sportives de Honda sont, ou en tout cas étaient jusqu'à il y a peu, rendait le choix logique, pas si logique que ça. Là, en fait, ce que fait Red Bull, c'est plus ou moins ce que voulait faire McLaren, c'est-à-dire avoir un constructeur motoriste non impliqué en tant qu'équipe, qui va du coup, de fait, et même si on cherche à démentir du côté de Honda, mais il est évident que si c'est pas l'alliance Red Bull Racing Honda, c'est l'alliance plus globale Red Bull Honda qui va être une alliance d'usine. Voilà, on va travailler comme un constructeur d'usine et donc on va normalement, si les choses suivent leur cours au niveau du retour en forme de Honda, on va travailler comme ça. Après, je pense que à l'instant T où la décision a été prise entre Honda et Renault, je pense pas qu'il y ait énormément d'éléments dans la balance sur le plan sportif qui fassent pencher d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est quand même assez. Je pense que Renault prouve qu'ils sont capables de faire gagner une voiture qui est une bonne voiture et de pas faire gagner une voiture qui est pas une bonne voiture. Voilà, orange. Mais sinon, Honda. Je pense qu'il y a aussi l'aspect effectivement que tu disais, Shinji, c'est que Renault va pas se désengager, c'est pas la politique de Renault, mais forcément va être un peu moins impliqué sur le fait que Red Bull surperforme.
Et puis dans l'autre sens, Honda, c'est quand même un gros partenaire sur le plan financier, c'est un gros partenaire sur le plan de la communication. On peut faire d'énormes choses avec Honda. Donc je pense qu'il y a tout ça dans la balance. Sur le plan des performances, je ne sais pas si ça portera ses fruits rapidement, très sincèrement. Je suis assez circonspect sur le choix de Red Bull pour ma part. Je trouve qu'ils y sont allés peut-être un peu trop vite, se basant simplement sur le fait qu'à chaque fois qu'ils demandaient à ce que Renault fasse un petit gap au niveau du moteur, ils étaient déçus. On a souvent entendu Horner critiquer le fait qu'en qualif c'était pas ça du tout, alors qu'en course, voilà, il y a de belles performances affichées. Le moteur Honda, pour moi, il est même si on voit que dans la Toro Rosso ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner, mis à part ses problèmes de fiabilité, je trouve que c'est trop tôt et que Honda ne pourra pas rattraper. Il reste 2 ans avant la fin de la réglementation technique actuelle. Je pense pas qu'il soit capable d'arriver à hauteur au moins de Renault, sachant que Renault, ça fait déjà 4 ans qu'ils essayent. Ça ne marche pas tout le temps. Ils ont toujours un temps de retard par rapport à Ferrari ou évidemment Mercedes. Ferrari, on a déjà vu le temps que ça a mis avant que le moteur soit à peu près à niveau. Maintenant, on peut penser que c'est à niveau. Mais là, je pense que c'est une mauvaise décision. Pour moi, ils vont clairement dans la mauvaise direction. Ils ne se remettent pas en question, ils remettent en question que le motoriste, ne vont jamais aller se dire qu'ils ont conçu une mauvaise voiture. C'est un peu ce qu'a fait McLaren peu ou prou pendant 3 ans avec Honda finalement. Et là, moi j'ai peur que ça soit définitivement le dernier accessite de Honda avant les 2 ans et que au final ça finisse par casser et que Honda se tire définitivement de la F1. Pour moi c'est un mauvais choix, c'est pas logique parce que Renault même si on les entend aussi un peu dire on commence un peu à en avoir marre de cette relation où on nous tape tout le temps dessus. J'ai envie de dire que voilà, au moins avec ce bloc-là, il gagne encore quelques courses, hein, parce que on rappelle que Ricciardo en a gagné 2 cette année et que dont un où c'était la voiture qui était réellement plus forte que les 2 autres concurrents directs. Donc pour moi, s'il veut vraiment gagner des courses comme il a l'air de le dire ce week-end, je pense pas que ça soit vraiment le bon choix. Et là, clairement, cette annonce qui s'est faite là est la porte ouverte au marché des transferts de l'année prochaine. Je crois pas, sincèrement. Je crois pas parce que, et pas parce qu'il y a eu cette annonce, mais parce que simplement les portes en fait sont en train de se refermer progressivement. Chez Ferrari, je pense qu'ils ont dans l'idée de faire une promotion interne, ce qui est une chose très très rare chez Ferrari. Oui. Mais à un moment donné, comme ça a été un peu rappelé, même si évidemment avec le recul et ce qui s'est passé de tragique, c'est facile à dire maintenant, mais effectivement Bianchi c'est une occasion manquée pour Ferrari à l'époque, mais qui pouvait encore une fois potentiellement se justifier en 2014. Enfin, en tout cas, fin 2013 plutôt, si on veut être précis. Chez Mercedes, encore une fois, chez Mercedes, quelle raison aurait Mercedes de dégager Bottas ? Vous pouvez me faire confiance, je vais dire un truc. Hein. Je pense que Bottas est le meilleur pilote Mercedes sur l'ensemble des 7 premiers Grands Prix, globalement. Donc, je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Et sur quelles données tu te bases pour dire ça ? À le dégager. Et surtout pour risquer dans un sens de fragiliser un équilibre interne qui est quand même plutôt bon. Et alors ils n'ont pas eu d'occasion de se battre vraiment de façon acharnée, mais bon, en tout cas Bottas et Hamilton, c'est plutôt un équilibre qui fonctionne, ça pose pas de problème en piste, Bottas est assez performant pour rapporter des points, il n'a pas eu de chance cette année. Voilà, je pense que Bottas c'est compliqué de le sortir, et puis surtout après, même si tu sors Bottas, t'as aussi derrière des possibilités de promotion interne. Et Mercedes c'est pareil aussi, si elle veut faire fructifier sa filière, si elle veut que sa filière lui serve à quelque chose, il faut pas faire végéter des pilotes des années dans des écuries de milieu de peloton. À un moment donné, il faut leur donner leur chance. Ou alors Mercedes a des informations sur Hamilton concernant la fin de saison que nous n'avons pas. Mais bon. Et finalement,
il y a eu cette rumeur un peu incroyable de McLaren qui apparemment tenterait d'attirer les services de Ricciardo. C'est pas une rumeur, puisque même Marco l'aurait confirmé. Hein. Ouais, mais du Pourquoi, coup, enfin, voilà, bon, je Et pense quand on a demandé à Boulier, il a pas nié en bloc. Il a pas c'est nié, pas non, très au réaliste, contraire. je pense, de la part de. En tout cas, du côté de Ricciardo, je pense que quand on pèse un peu le pour et le contre, même si McLaren, Renault, pour le coup, Renault, ça peut paraître meilleur que Honda. Red Bull, c'est quand même une voiture, c'est quand même une équipe qui a bâti une très bonne voiture encore cette année. Et moi, pour revenir sur le cas Renault. Renault, ça fait 5 ans qu'ils sont avec Red Bull dans l'ère turbo-hybride. 5 années quand même, ça fait beaucoup pour prouver ce qu'on est capable de faire. Et et là moi je défendrai Red Bull, pour moi Red Bull prend une bonne décision dans cet aspect-là, c'est-à-dire que on a eu 5 ans du côté de Renault pour donner un moteur qui était au moins capable de permettre d'avoir une voiture qui soit à niveau égal, sachant que cette voiture-là est très bonne sur le plan aérodynamique. Ça n'a pas été le cas. Cette année, ça n'est pas encore vraiment le cas. Quand bien même on veut essayer de te faire croire que Red Bull est un prétendant légitime à la victoire sur toutes les courses, c'est pas vrai. On l'a vu. Donc, encore une fois, je pense que Red Bull d'un côté fait une très bonne décision, prend une très bonne décision parce que ils vont s'aventurer dans un terrain qui est extrêmement escarpé et tout. Mais je pense qu'au final, peut-être sur du plus long terme que ce qui pouvait être attendu. Sans doute pas les 2 prochaines années, je doute. Mais peut-être qu'après, quand Honda aura... Et puis même après arrivera 2021. Et 2021, ça sera un autre moteur. Et quand tu auras travaillé 2 ans avec Honda, et même, disons, dans la difficulté, ou en tout cas avec des moteurs Honda qui sont pas très performants, au moins tu auras tissé une relation. Et tu sais très bien sur quelle base elle part, cette relation. On a bien vu d'ailleurs la communication de la manière dont ça s'est fait chez Toro Rosso. Parce que Toro Rosso Honda, on voit bien que la communication est assez bienveillante. On voit bien qu'elle est assez légère, assez cool. Alors, c'est Red Bull, ça sera autre chose et tout. Mais on voit bien comment ils essaient un petit peu de créer une relation qui est une relation qui va plus se baser sur du travail de fond, sur du travail pour s'aider les uns les autres, et notamment pour aider Honda à être plus performant, que plutôt dans la relation Renault-Red Bull, qui était déjà une relation qui était faite et qui avait été marquée par beaucoup de victoires. Et le plus dur quand tu gagnes beaucoup, c'est pas de continuer à gagner, c'est surtout que quand la défaite arrive, il faut savoir l'encaisser. Et malheureusement, Red Bull l'a pas su. Renault en a payé les conséquences. Et voilà, ça donne ça au final. Il faut pas oublier, je terminerai là-dessus, excusez-moi pour le monologue, c'est que il y a aussi un truc, c'est que Renault aussi, l'année dernière, a plus ou moins dit qu'il voulait plus de Red Bull. Et même si, en fait, en avançant, ils sont revenus un peu sur leur façon de communiquer, parce que ils savent bien qu'avoir Red Bull dans leur giron, c'est quand même une bonne chose. Au moins sur le plan de la performance et au moins sur le plan du travail qu'on peut faire autour du moteur et tout, et ben mine de rien, chez Red Bull, ça c'est le genre de choses qu'on n'oubliera pas, quoi. Ça n'a pas été oublié, et je pense que dans la décision de passer chez Honda, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, Renault aussi, l'année dernière, et quand bien même Red Bull a assassiné Renault pendant des années, et ben c'est ce Renault que j'allais dire, a voilà. fait un faux pas, et ce faux pas, je pense qu'il le paye un petit peu aujourd'hui. Bah voilà, c'est ça. Red Bull les a assassinés. Je sais plus c'était quelle saison, 2015 il me semble ou 2016. Ouais. Ils les ont assassinés, menaçant en allant voir l'intégralité des autres moteurs du plateau. Retourne chez Renault la queue entre les jambes. Moi je suis constructeur, oui, c'est clair qu'au bout d'un moment, ils ne cessent d'aller les attaquer systématiquement parce que ils n'ont pas la performance en qualification. Mais enfin. Je rappelle quand même qu'ils gagnent encore des courses. Là, ils vont sur un nouveau motoriste, dont effectivement il y a eu du travail de fait, je pense, au niveau de chez Honda et chez Toro Rosso pour que ça se passe le mieux possible. Et effectivement, ça a l'air de plutôt bien se passer. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que vous pensez que le Red Bull qui attaquait Renault il y a quelques années pourrait être aussi le Red Bull, et moi c'est ce que je pense, le Red Bull qui pourrait aussi ne pas être très patient face aux résultats que pourrait avoir le bloc Honda. C'est ça qu'il faut voir. Et là, pour moi, ça n'a rien de logique. Ça n'a strictement rien de logique. Autant continuer avec un moteur, même si effectivement Renault, et puis je pense que Renault a juste perdu patience. Au bout d'un moment, ils ont leur propre écurie. Ils ont quelque chose, même si je crois que la stratégie avec McLaren est nulle et non avenue, et qu'à mon avis McLaren ne gagne rien avec ce moteur Renault. Ils essayent de construire quelque chose,
Mais il y a de quoi être lassé au bout d'un moment quand tu te fais attaquer comme ça, autant comme autant, et c'est presque à chaque Grand Prix où ouais bon la perf du moteur, et encore une fois sans jamais se remettre en question, mais il y a de quoi être lassé et se dire bon bah maintenant tu décides, soit tu dégages, voilà. Donc ils ont été un peu poussés par la sortie, mais je pense que c'est du coup l'évolution naturelle des choses. Je pense. Messieurs, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour du sujet parce qu'on a quand même d'autres choses à aborder. Alors, on s'en fout, s'il faut, on finira l'émission à 16h30, on aura commenté le départ si ça se trouve. Non, je préviens, à 16h, moi je coupe tout. Hein. Je pars regarder le Grand Prix. On continuera avec Fab, c'est pas grave. Mais personne ne vous entendra. Qu'est-ce que je voulais dire oui, messieurs, donc donc Honda a signé, Red Bull a signé avec Honda. Est-ce que vous voyez une autre actualité à évoquer rapidement avant que l'on attaque la partie sportive de ce week-end? Non. Autre le fait qu'il y a une superbe série d'articles sur le site du SAV qui ont été publiés ces derniers jours. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos personnellement, mais je me suis régalé à lire chaque article. Un grand merci à Fab et à Spider pour ces articles. Merci à eux. De qualité. Voilà, ça se lisait rapidement, mais il y avait des trucs sympas, voilà. Et si vous voulez un peu prolonger l'histoire de des différents circuits, Canal a fait un très bon sport reporter sur sur exactement la même thématique, les différents circuits qui ont accueilli la F1 en France. Et évidemment, et puis c'est très sympa. Alors vous verrez, il y a des anecdotes qu'on a, et il y a surtout, malheureusement, ce qu'on peut pas avoir, ce sont beaucoup d'images d'archives extrêmement intéressantes. Il y a même des passages vraiment émouvants quand il parle évidemment de Joe Schlesser à Rouen en 68, quand il parle d'Helmut Marko en 72 à Charade. Parce que c'est vrai que Helmut Marko aujourd'hui, pour nous c'est un monstre froid et extrêmement calculateur, machin, mais ça a aussi avant tout été un pilote de course et qui a malheureusement eu un destin de pilote de course un peu tragique et bien malheureux, et voilà, ça aussi remet un petit peu en contexte le personnage. Donc voilà, vraiment un très bon reportage, et si vous arrivez à vous le procurer, je vous conseille de le regarder, il est très très bien fait, très très sympa. Oui, j'imagine qu'il va être accessible en replay sur MyCanal. Oui, il est en replay. Il passe depuis 2-3 jours déjà sur les antennes de Canal. Si vous voyez pas d'actu à commenter, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet en attaquant de ce week-end de Grand Prix de France. Putain, ça fait bizarre de dire ça. C'est le premier pour le SAV de la F1. C'est vrai. Ouais. On est là depuis 10 ans, mais du coup, quasiment 10 ans du coup. C'était pour compenser la perte apparemment. Oui. Vous perdiez un Grand Prix, vous gagnez donc le SAV s'arrête en fin d'année. Pourquoi, ça y est, on a trouvé un acheteur? Je ne sais plus. Messieurs, juste pour dire, avant de pouvoir voir les essais libres, il fallait arriver au circuit, et apparemment, ça a été quand même le beau bordel vendredi et samedi, juste pour sans s'étaler là-dessus sur le sujet, mais voilà. Et aujourd'hui aujourd'hui aussi. Ça s'est un peu amélioré, mais il y a toujours des problèmes. Christian Estrosi sur l'antenne de Canal a dit que c'était fluide depuis samedi, attention. Mais oui, bien sûr. Alors, c'est un politique, donc si tu le crois, c'est ton problème. Il parle de la pluie, je pense. Ouais. Donc voilà, ça a été gros bazar pour accéder au circuit, puisqu'apparemment vendredi, ça se comptait en heures les temps de bouchon. Ah oui, on parle de 5, 6 heures, 7 heures, que ça soit à l'entrée et à la sortie. Ouais, en plus, il remplissait les parkings au fur et à mesure, donc vous pouviez vous retrouver à 3/4 d'heure de marche de votre tribune. Bon, bref. Donc on sent que voilà, on a l'impression que c'est tout nouveau un Grand Prix en France. Mais c'est terrible parce que ces problèmes-là, ils sont connus au Castellet. Bah oui. Ils sont connus depuis des décennies au Castellet. Ouais. Et quand on nous a annoncé Grand Prix de France au Castellet, la question des accès au circuit se sont posées tout de suite, et on nous a dit, vous inquiétez pas, il y aura un système de circulation et tout ça. Et là, le Grand Prix arrive et patatras. Et il y a rien.
Ah, les mecs se Ça, réveillent. C'est-à-dire que les conditions mais d'accès sont quand même plutôt Alors. spécifiques à la région aussi. Hein. Et ça, il fallait. Et ça, moi, je suis très étonné que du coup, personne ne s'en est trop douté jusqu'à ce que ça puisse arriver. Donc, si c'est pour ça qu'on a dégagé Manicourt il y a 10 ans et qu'on se retrouve du coup avec ce même type de circuit enchâssé au fond de nulle part en France. J'espère que l'année prochaine ça sera mieux. Enfin, je pense qu'ils vont tirer les leçons de Ils ce ont qui s'est intérêt. passé. Oui, ils ont intérêt. Sur oui. le chat, on nous le dit, et c'est vrai que j'ai aussi vu l'info. Grosjean et Vettel ont fait un refus d'obtempérer parce que, alors, notamment, je crois que c'est Grosjean qui a témoigné Oui. qu'il était en moto, il a été arrêté par la gendarmerie, il y a des bouchons. On lui dit monsieur, vous n'avancez pas, vous doublez toutes les files et tout ça. Et il répond mais moi je suis un pilote, je veux dire si je suis pas sur le circuit, il n'y a pas de Oui. spectacle. Tu me diras, Et oui, le gendarme- c'est vrai. En et plus, le gendarme il a dit je m'en fous. surtout Oui, pour ils sont Grosjean, cons, quoi. c'est Sans pas lui, il n'y a possible. plus de spectacle en F1. Le seul truc qu'aurait dû répondre le gendarme, c'est ok, je vous accompagne, ça ira plus vite, vous serez plus en sécurité. Voilà. Mais C'est vrai bien qu'on en a- France. Sur le chat, on a Taek qui a un retour d'expérience, Taek, Oui. qui est un Vous avez auditeur été fidèle plusieurs à et nous un évoquer leur participant. expérience. Et un participant émérite au SAV-F1 Steam Championship. Et c'est vrai que, par exemple, lui dit sur le chat qu'il avait un pass 3 jours, donc visiblement les possibilités d'être sur le circuit pour les 3 jours, et il a choisi de regarder la course depuis son canapé après avoir vécu un vendredi calamito, quoi. C'est terrible, il y avait des tas de témoignages sur Twitter, Ouais. des gens qui disaient mais là, il était au plus qualif, jamais hein, je a vais au priori. Castellet. Enfin, plus jamais je vais au Grand Prix de France tant que c'est au Castellet. Alors, C'est pour terrible. l'anecdote, ce qui est quand même énorme, c'est que j'étais tout petit, mais j'ai été à la dernière édition en 90 avec mon père, mon frère et mon oncle et des cousins, et on y allait en camping-car. Donc moi j'étais gamin, à l'époque j'étais en 90, j'avais 9 ans, et donc avec mes cousins et mon frère, nous on jouait, on était derrière au camping-car, on s'est pas rendu compte, mais je me souviens qu'effectivement il y avait des bouchons, on avait mis un temps monstre pour accéder au circuit. Et on avait mis un temps monstre pour en repartir. Ça, c'est ça. Je veux dire, j'étais parent, mais je m'en souviens. C'est comme Non, quoi, c'est c'est génial, quoi. 28 ans après, il y a rien qui change. C'est pas acceptable. Alors certains ont dit oui, mais vous savez à Silverstone c'est la même chose. Oui, Bah, apparemment. ouais, c'est la pire. même chose, mais ça veut pas dire que c'est acceptable. Mais voilà. Non, Voilà. Silverstone, c'est surtout quand il y a eu les grosses pluies, les gros problèmes. Donc du coup, quand il pleut, ça fluidifie pas le trafic. Donc apparemment, quand il fait beau, c'est quand même moins problématique que ce qu'il y a actuellement au Castellet. Alors Donc, il y a le Albert qui demande est-ce que les accès est difficile même de bonne heure ou est-ce seulement pénible pour ceux qui arrivent 15 minutes avant. Le problème c'est que les gens, on parle pas de. Le truc, c'est quoi? On parle pas de 30 minutes, 1 heure de bouchon. On se dirait, bon, il y a du monde, voilà, c'est tout. On parle de 5 heures, 6 heures, 7 heures de bouchon. Il y a des gens, ils sont allés au Castellet voir les essais libres. Et on était le vendredi, hein, c'est pas la journée où il y a le plus de monde. Et ils ont regardé les essais libres sur MyCanal dans leur voiture. Ouais. Ce qui est globalement scandaleux quand tu payes ton billet rubis sur ongle. Je pense pas que ça doit. Alors on nous dit, Et comme quoi, c'est plus rentable. Taïk nous dit que pour samedi, l'aller, ça a été tranquille. Il y a Giraxis qui nous dit pour aujourd'hui, à 7h, 8h, ça allait, mais à partir de 10h, c'était la cata. Et Taïk nous dit pour le samedi que le retour était pire que la veille, le vendredi. Alors moi je vous le dirai parce que j'ai 2 potes qui allaient au circuit, qui allaient sur le week-end de Grand Prix. Je les ai prévenus vendredi que j'ai vu les infos qui tombaient parce que je me doutais qu'ils étaient pas forcément au courant. Je leur ai prévenus et je leur demanderai à leur retour comment ils ont géré, comment ça s'est passé. Alors, en plus, en effet, comme tu disais, il y a toutes ces histoires de parking. Certains se retrouvent parce que les parkings visiblement sont. Alors déjà c'est parking entre guillemets. Hein c'est-à-dire que C'est vaste étendue de terre. voilà, c'est une vaste étendue, hein, juste. Et apparemment, il y en a certains, c'est vraiment super loin. Quand t'as 5 à 6 bornes à faire pour rejoindre le circuit, alors en plus, il fait super chaud ce week-end en France. Alors, Non, surtout- c'est- Et surtout en précision, la première journée, le vendredi, les parkings ouvraient les uns après les autres quand le premier c'est était ça, ouais. plein. Mm. Et le samedi, dès samedi matin, ils ont décidé. Alors l'ouverture Alors c'est ce qu'ils ont s'est fait dit, vers 8h c'est ce qu'ils ont dit, ou mais il y avait 9h. des gens sur Twitter qui disaient non, c'est pas vrai, ils ont ouvert qu'un parking. Alors, sachant que la géographie du lieu, juste pour situer les auditeurs qui n'auraient pas encore tout à fait la géographie en tête, c'est 3 routes
portes d'accès, dont une est un repiquage de l'autre. En gros, ça fait une espèce de triangle autour du circuit, où il y a une départementale principale et deux départementales secondaires qui font donc le triangle. Et du coup, pour absorber le trafic, on imagine mal que ce type de route ait pu absorber, je sais pas, il parlait de combien là, vendredi ou samedi, je sais plus, on était à 25, 30, 40 000, un truc comme ça, qui venaient et qui... Il y avait le circuit peut beaucoup de accueillir gens pour le 60 000. vendredi. Ouais, 65 000 places, je crois qu'il y avait voilà. 65 000 places. Quand on regarde Et je la crois gueule des qu'effectivement, départementales... le vendredi, il y avait quand même beaucoup de monde, plus que d'habitude pour des essais libres. Ouais, non, mais oui, ben voilà, mais quand on regarde la gueule des départementales en même temps, même avec des gendarmes qui fluidifient la circulation, comme on l'indique sur le chat, je suis d'accord, mais quand on regarde la géographie, c'est juste pas possible, pas ce Alors, type de départemental. sur le chat, on nous parle aussi de l'histoire des parapluies. Alors moi je ne l'ai pas vu, je sais pas si l'un de vous en a parlé ou peut-être s'il peut nous préciser cette histoire de parapluie. Bon. Parapluie. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette parapluie? Je sais pas ce que c'est cette histoire de... Oui, L'histoire des parapluies, on en parle. Oui, en fait, les gens, en fait, le truc c'est que toute sortie était définitive. Donc, du circuit. Ouais. Donc, si tu allais sur le parking récupérer quelque chose, tu pouvais plus y re-rentrer en fait. Et du coup, il y a à un moment donné un message qui a circulé sur les comptes Twitter du Grand Prix de France en disant que les spectateurs qui auraient besoin d'aller chercher leur parapluie ou des effets personnels dans leur voiture parce que à cause de la pluie pourraient revenir sur le circuit. Oh, c'est Il y scandaleux. avait un message comme ça. C'est scandaleux. Après, c'est la première édition, donc bon, on peut gadger sur le fait que c'est la première édition, que ça fait 10 Ouais, ans mais enfin, qu'on ça a- fait beaucoup d'erreurs pour Oui, quelque ça fait chose beaucoup, ouais. qui C'est avait beaucoup de 1 an et demi de cafouillage, préparation. Et 1 an Oui, et demi c'est de ça, ouais. préparation depuis C'est- que c'est annoncé officiellement. Oui. Donc ça veut dire Oui. quand même qu'ils ont dû Oui. monter des dossiers pour présenter bien des sûr. choses quand même aux promoteurs, pour présenter des choses à la F1. Ils ont aussi un retour d'expérience, comme dit Buchor, qui date de au moins 30 ans. On sait que déjà, au moment de l'annonce, comme disait Shinji, il y avait déjà eu des problèmes, et notamment des problèmes pour le boulder. Le boulder, qui est une épreuve qui attire un peu moins de monde et qui surtout attire beaucoup de motards. Donc les motards ont plus de facilité de circulation. Donc on peut déjà se poser la question de savoir si là, il fallait C'est pas sûr. déjà être alerté par le fait que si des problèmes de motards, si des motards posaient problème au niveau de la circulation, ça allait pas poser problème avec des gens qui viennent en voiture. Bon, disons que c'est quand même un échec global, et surtout c'est un échec global ressenti à l'international. Tout le monde en a parlé. Mais alors, par Tous contre, les médias en ont parlé. Par contre, les loges VIP ont l'air d'être très bien faites. Elles, visiblement, l'argent des installations, on voit où est-ce qu'il a été mis. Oui, c'est ça. c'est... Alors la question, c'est du coup, est-ce qu'il y avait un bouchon à l'héliport? Ah non. Non, Mais non, c'était- l'héliport c'était était... le moyen d'aller non, sur non. le circuit. Non. Bah, je Oui. pense que... Bah, avec Alors, un ou à Uber pied. hélicoptère, Uber Air, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu une anecdote de gens des Britanniques qui ont été arrêtés à peu près 3,5 km à 7 km sur la route du circuit et qui ont décidé de laisser leur voiture dans un petit village et qui ont en fait traversé toute la campagne, toute la pampa autour du circuit pour aller sur le circuit. Ils sont arrivés après 3,5 km de marche, quoi. Bah, tu rigoles, mais on marche en moyenne à peu près à 4-5 km/h. Tu te dis entre 3 heures de bouchon et 3 quarts d'heure, 1 heure de marche, Ah, mais tu totalement. te dis que fait le choix. Hein. Bon. Je vous propose qu'on passe à la partie sportive du week-end après toutes ces péripéties. Et en parlant du circuit, donc nous sommes du coup ce week-end sur le circuit Paul Ricard, du nom de son fondateur. Et si vous cherchez un lien avec une certaine boisson anisée, alcoolisée, C'est normal. c'est son créateur. C'était un passionné automobile. Donc le circuit Paul Ricard qui fait 5,842 km de long. Les pilotes le parcourront 53 fois pour une distance totale de la course de 309,626 km. Quoi dire de plus? Il y a 2 zones DRS. La première entre les virages 7 et 8 avec un point de détection entre les virages 6 et 7. Puis la seconde dans la ligne droite de départ-arrivée avec un point de détection situé dans le virage 14, c'est-à-dire le gauche avant le droite qui entame la ligne droite. Quoi de plus sur les essais commissaire. libres, je pense qu'il y a 2-3 choses T'as oublié le commissaire. à dire. Ah, j'ai oublié le commissaire, je sais plus qui Commissaire je sais pilote, pas c'est qui- Yannick Yannick Delmas. Je suis sur la preview. Oui, Yannick Dalmas. Yannick Delmas. Ah bon. Ah Ils pardon. ont pris un français. Ouais.
Oui, bah, c'est pas plus mal. On va faire franco-français sur ce week-end. Cocorico. Et donc, sur les essais libres, je pense qu'il y a 2-3 choses à dire. Même Oui, il y a si- 2-3 crashs dont il faut parler. Voilà. Je pense que celui d'Ericsson, je pense qu'il est, Ah, il est spectaculaire quand même, Ouais. hein. il est Surtout le moteur spectaculaire. qui prend feu. Surtout qu'en plus, Fab, sur Twitter, a relevé une coïncidence. Oui, bah parce que, enfin, bon, déjà, on peut se dire que les bandes abrasives ont visiblement pas abrasé la bonne chose. Oui, il y a Non. des... Sans vouloir être méchant. C'est Ralentissent pas grand-chose, hein. l'abrasivité. Ouais. Tu voilà. veux dire que ça aurait presque allumé la mèche Amadou? Ah bah, écoute, je sais pas, mes informations ne vont Dans pas le doute. jusque là, mais enfin bon. C'est plus bref. décoratif qu'autre chose, visiblement. Ouais, Ouais. ouais, parce que il part à la faute sur la piste, il passe en dehors, il passe les bandes à haute abrasivité, puis les bandes à extrême abrasivité. Tu vois pas de différence notable dans le ralentissement. Ouais. Et Du c'est coup, la là voiture qu'après, tape il assez arrive fort. sur la bande à extrême abrasivité qui s'appelle le mur. Oui, c'est clair. supra Abrasivité abrasivité. maximale. Ah oui. Et donc là, la voiture commence à s'enflammer. Bon, voilà. Et puis elle s'enflamme beaucoup. Et en fait, il se passe absolument rien. C'est-à-dire que bon, Ericsson, qui a son rétroviseur droit de cassé, ne le voit pas, ne le sent pas. Son câble radio est détaché puisqu'il s'apprête à sortir, donc il n'entend pas les instructions, donc il se presse pas manifestement, voilà. Alors que la voiture, quand même, toute la partie droite est en train de prendre feu. Et puis surtout, enfin moi, ce qui me choque le plus, c'est que non seulement les commissaires mettent du temps à arriver, et quand ils arrivent, leur intervention est quand même extrêmement light, c'est-à-dire que le commissaire qui est le premier à intervenir avec un extincteur ne passe même pas par-dessus les pneus, par-dessus les pneus pour éteindre le feu, mais le fait à distance, quoi. Et à mon avis, c'est pas très efficace quand tu sais que normalement il faut que l'extincteur soit dirigé vers la base des flammes. Enfin bon, bref. Et alors, du coup, pour ceux qui connaissent l'histoire, et puis d'ailleurs, si vous avez lu la preview consacrée au week-end, on sait que le dernier mort en F1 au Paul Ricard, c'était pendant des essais privés. C'était De Angelis qui était sorti de piste après avoir perdu son aileron dans une section qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Sa voiture était partie en tonneau, était partie derrière les barrières, et du coup, il s'était retrouvé sur l'arceau de sécurité, vivant, conscient, mais impossible de s'extraire lui-même de la voiture. Et il n'y avait pas de commissaire à l'époque, et ce qui l'a tué, alors que des pilotes en plus essayaient de retourner la voiture et de le faire sortir, ce sont les fumées de l'incendie. Ça l'a asphyxié et malheureusement il est mort le lendemain après C'est avoir dingue. été héliporté. Quand tu sais l'histoire du circuit, ce drame-là, quand tu sais aussi pourquoi, c'est-à-dire que vraiment, quand il est mort, c'est qu'il y avait vraiment quasiment personne sur le circuit, quoi. Alors, c'était en 86, ça peut s'expliquer, mais là, on est quand même aujourd'hui 32 ans plus tard. Avec quand même des standards de sécurité énormes, et l'incendie pour moi était bien trop important, a duré bien trop longtemps sans qu'il se passe absolument rien pour que ce soit tolérable, quoi. Donc c'est un petit peu inquiétant, c'est à la fois inquiétant sur la sécurité passive un petit peu parce que là aussi c'est pareil, il a heurté un mur de pneus après ne pas avoir été beaucoup ralenti. Il y a beaucoup d'endroits sur la piste où ce sont des simples murs de pneus, parfois une seule rangée, où le rail est même parfois à découvert. Donc bref, est-ce qu'on compte pas un peu trop sur ces bandes abrasives pour faire le boulot que de la sécurité active devrait faire, je sais pas. Et surtout, les commissaires ont mis beaucoup de temps à intervenir. Et encore une fois, moi je veux pas taper sur les commissaires. Si les commissaires ont mis beaucoup de temps à intervenir, c'est que leur positionnement est sans doute pas tout à fait excellent, c'est que peut-être leur façon d'intervenir est pas tout à fait dans les clous. Mais bon, c'est un peu inquiétant, je trouve. Encore une fois, il faut regarder les dégâts qu'a subi la Sauber. Elle est quasiment brûlée sur toute la partie droite, quoi. C'est impressionnant. Et surtout que une sortie de piste comme celle-là, en général, ne donne pas lieu à un enflammement du moteur. Donc a priori, ces bandes abrasives ont attisé des choses qui font que que les flammes ont fini, enfin que le feu a fini par brûler le moteur. Donc là, il y a peut-être des choses à améliorer et à revoir. Et alors, sinon, dans ces livres,
Alors, l'autre problème, qui est aussi lié à l'abrasivité de ces bandes, car elles sont censées fonctionner quand on a ces 4 pneus. Mais quand on en a plus que 3, forcément déjà l'abrasivité est un peu moins grande. Elle fonctionne Et pas ça, sur un pneu bah, non plus. C'est le le moment c'est un peu le moment X-Files du week-end, c'est qu'est-ce qui est arrivé à ce pneu de Sergio Pérez. Ouais. Ouais, parce que là, apparemment, l'abrasivité de ces bornes n'a pas été testée sur le carbone des disques de frein. Vous êtes désolé. Parce que là, encore aujourd'hui, on ne sait pas Non. exactement ce Il y a qui eu s'est une passé. sanction, il y a eu une sanction, mais mis à part ça, alors on voit quand même assez nettement que le passage du vibreur n'a pas dû faire grand bien aux pneus. Après, de savoir si c'est pas quelque chose qui a cassé, un bris de suspension ou une connerie de ce genre, et je pense qu'à mon avis, on risque de Alors, peut-être jamais savoir. Moi, j'ai entendu dire que c'est apparemment, il y avait un truc qui s'était coincé entre le moyeu et la roue, qui a créé un léger espace. Apparemment, c'était vraiment pas gros, mais ça suffit pour que la roue se mette à légèrement vibrer. Et à force de vibrer, ça s'est amplifié, ça a fini par casser. C'est la truc. Et apparemment, donc du coup, Force India est écopé d'une amende de 15 000 € et une de 85 000, je crois, je sais plus. Bref, je vais finir par croire que la FIA est super content de ces problèmes d'unsafe release et de roues qui se barrent parce que c'est jackpot pour eux. C'est un bon moyen d'encaisser du pognon. Par contre, et c'est là où ça m'a le plus choqué, c'est que on a, il me semble, mis en place des sécurités pour que les roues ne se barrent pas. Par contre, on n'a peut-être pas pensé au fait que à haute vitesse, une roue qui se détache d'une F1, ça détache du coup toutes les sécurités qu'il peut y avoir. Et donc du coup, la roue, elle se barre et c'était un véritable projectile tant qu'il ne s'était pas arrêté, parce que même quand il a rebondi contre le mur, il est revenu sur la piste. Donc effectivement, la direction de course était très rapide pour déclencher le drapeau rouge, mais quand même, ça m'a fait légèrement peur de voir la roue se barrer à d'une facilité déconcertante. Donc Alors, bon, voilà. je vais être honnête, le fait que moi, la roue reste dans les limites de la piste, ça m'inquiète pas. Surtout maintenant qu'il y a le halo sur les voitures, qui est justement conçu principalement pour protéger en cas d'une roue. Non, c'est ce qui pourrait être dangereux, c'est si la roue se met à rebondir, à sortir et aller dans le public. C'est là où, mais bon, Enfin, t'as vu le goût sur les tribunes. Pas de risque. ils sont loin. Bah, de toute façon, il y a personne dans les tribunes. Ouais, voilà. Pas faute d'essayer en plus. Ah non, mais... Autre chose sur les essais libres? Non, bah après, il Même a plus samedi matin, quoi. Donc, Oui. Bah, ce qui est- Apparemment, c'était la séance nettoyage de la piste. Donc, messieurs, je vous propose de passer aux qualifications. Avec, alors du coup, je sais même pas, j'ai pas regardé. Je fais super mal mon boulot, donc pas bien. je spoil tout de suite en disant que c'est. Ah, c'est pas compliqué, T'es les mauvais, Williams et là, McLaren t'es sont loin derrière. mauvais. Déjà. Voilà. Non, mais ça, voilà, tu spoil. Et moi, je spoil en disant que c'est Lewis Hamilton qui a décroché la pole position en 1:30.029 avec une vitesse moyenne de 233,604 km/h. Les premiers éliminés de la Q1 sont Lance Stroll, aux surprises, Sergei Sirotkin, aux surprises, Stoffel Van Dorn, ah ouais, Brandon Hartley, ah oui, Fernando Alonso, ah oui, effectivement. Il y a, comme tu dis, les Williams, les McLaren et Brandon Hartley. C'est-à-dire que les Williams ne veulent pas abandonner la saison 2018. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que la saison 2018 les a déjà abandonnés. Depuis le départ, depuis les premiers essais libres du Grand Prix d'Australie. Et, dramatique, non, mais même pas dramatique en fait, Williams. Ça m'a Non, fait c'était juste. prévisible. Non, c'était prévisible. Même en eux fait. s'y attendaient. Ouais, voilà, donc, ouais, bah, de toute façon, quand tu lis la déclaration des différents. Avec les pilotes qu'ils ont, ils pilotes, pouvaient pas s'attendre à mieux. Ah bah voilà. Voilà, donc Bon, ils sont sortis en fin de Williams, c'est L3. quand même pas performante, mais je reste très curieux de savoir ce que donnerait ce châssis avec un pilote dont le talent est un peu plus certain. Je me pose la question. Bah ça. Oui. Alors, Non, j'ai pas dit un retraité. non mais ça le temps pour les vainqueurs au Mans. C'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, mais tu comprends, il n'y a pas de compétition, c'est trop prévisible. la F1. Eh oui. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est bien. C'est bien. Il a rendu la Q1 vraiment imprévisible. Vraiment. N'oublions pas Ah, qu'il est. On parle d'Alonso, donc n'oublions pas. Ah bon? Non.
N'oublions pas qu'il est devant Van Dorn. Ah oui, pour la 8e fois. Ouais, Bon, non mais attendez, C'est il important. met un 8-0. Il Non y a un mais truc, il n'y a même pas besoin de le dire, il fait lui-même. Donc, le dire. il met un 8-0. Attendez, c'est une C'est là que tu performance. vois. C'est là que tu vois. Alors, pas taper sur Alonso. Non, pas taper s'il vous plaît. inutilement. Non, Je veux pas taper. C'est sur un je autre suis le registre. gardien moral. Mais c'est de là cette que tu émission. vois les gens qui sont team player. C'est-à-dire que quand ça va mal, le premier truc qu'il fait, c'est pas de dire ouais bon bah, ça arrive machin, on s'en relèvera tout ça, on Oh, se c'est- non, c'est de dire pense non, j'ai tapé 8-0 mon équipier. Voilà, tu sais ça c'est révélateur. Ah C'est bah, je pense révélateur que de- si de Van Dorn quelque se tape chose. une dépression cet été, il n'y a pas de problème. On C'est saura d'où est-ce que ça intéressant. viendra. Voilà. Ça peut lui faire des bisous en avant-saison, mais dès qu'il peut, alors que Van Dorn n'a rien demandé de spécial et que Non. je pense qu'il galère Il dit rien. C'est déjà ça, le pauvre. suffisamment, et quand il ben t'as ton double champion du monde d'équipier à qui on permet tout dans son équipe, qui vient te passer un coup de rap quoi. Avec des coéquipiers comme ça, t'as même pas besoin d'adversaire. Quoi. Ça, c'est- Voilà. Ah ben, à Ça lui sera tout ma seul, seule il a- intervention. besoin sur de- ce- Attends, il a ça don sera ma seule d'humilité. intervention sur Alonso. à lui tout seul, il a besoin il est capable d'adversaire, de. Stoffel, pour le soutenir moralement. Oui, voilà. Ouais. À lui tout seul, il fait les deux baquets. Hein, de toute ensuite- façon. Bon, après, je pense que Brandon Hartley, on n'est pas non plus très très surpris de le voir. Non, là. mais il a du mal. Hein. Il galère. Hein. Il galère vraiment. Même en EL, il est nulle part. Vraiment, il galère. On sent qu'il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise et qu'il a des problèmes de réglage et qu'il arrive. Il a vraiment du mal du coup avec sa monoplace. Alors j'ai entendu parler d'un certain type de réglage qu'il avait l'habitude de mettre, mais qui du coup déstabilisait grandement la monoplace et qui faisait que il chargeait pas mal en appui et que du coup il était normal de le voir plus ou moins sur ces places-là et surtout de voir son collègue, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, et de voir son collègue lui mettre 7 dixièmes dans la figure. Souhaitons-lui un meilleur résultat en course qu'en qualif. Oui. Rapidement, bon, on va passer du coup à la Q2. Là, sont éliminés. l'incertitude de la pluie est arrivée. Oui, effectivement, puisqu'il y a eu l'idée, c'était de sortir très très vite pour faire la Q2 au cas où, parce qu'apparemment des gouttes commençaient à tomber. Mm. Des gouttes de pluie, je. Ah oui. Non, pas des gouttes de Non, mais ça Ricard. aurait pu. Ah bah sinon, ça aurait été génial. L'arrosage automatique est bizarre, ça colle un peu. Hein, sur les... Ouais, c'est ça. Bizarrement, c'est ton verre plein d'eau que tu tends pour faire le mélange. C'est pas l'inverse. Bah tu pouvais hier. Hein, tu pouvais. Hein. Sont éliminés en Q2 Marcus Ericsson sur Sauber, Pierre Gasly sur Toro Rosso, Sergio Perez sur Force India, Nico Hülkenberg sur Renault et Esteban Ocon sur Force India. Bah Gasly, je suis Que un dire peu déçu du coup. Je pensais qu'il allait pouvoir viser la 10e place, donc la Q3, voire, allez, on va dire la 11e, et c'est vrai qu'il s'est fait un peu manger dessus pour quelques dixièmes, hein, vraiment, c'était pas grand-chose. Hein. Il y a que 4 dixièmes pardon, de retard sur Ocon. Un peu déçu du coup, parce que je pensais qu'il avait véritablement la voiture du coup pour jouer cette qualification, cette Q3. Ah mais il était là aux essais libres, il était présent. Donc pour moi, C'est quand même, ouais. oui, c'est vrai que les Honda se montrent pas mal aux essais, mais rien n'interdisait à ce que Gasly s'approche de la 10e place. Donc à ce titre, je suis un peu déçu. Bon, voilà. Sinon, Ericsson, oui. Bon, bah, Sûrement, très belle performance de Leclerc qui non seulement éclate Ericsson, mais en plus surtout passe en Q3 quoi. Là, c'est vraiment très bien. Oui. Alors après, attention, hein, la Sauber, c'est pas non plus le veau de l'année dernière et le veau d'il y a 2 saisons. Hein. Faut toujours le rappeler parce que dans ce magma un peu du milieu de peloton, on sait pas trop. La hiérarchie change beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que Sauber n'en est surtout pas exclu quoi. Ils sont vraiment toujours un peu là quoi. Oui, on a l'air d'être courses, c'est surpris. assez net. J'entends beaucoup de gens Depuis surpris. cette année. Mais du coup, non, oui, on voit que clairement, elle peut délivrer des performances plus que correctes. Et puis, il y a quand même quelque chose qui change. Et ça, personne, j'espère, ne me l'enlèvera de la bouche. C'est le pilote.
C'est le pilote qui, je pense, magnifie aussi la monoplace. On a un pilote là, moyen avec Ericsson. Et là, là, c'est pas un Leclerc, 8-0, c'est un 8 dixième qui se prend Ericsson. oui, voilà, non, mais Leclerc met ce qu'il faut mettre dans la Sauber. Il a un pilotage qui est de toute façon très propre et très efficace, qui exploite le maximum de la monoplace. Et je pense que si on met la même monoplace, c'est pas que je pense, c'est que du coup on met la même monoplace chez Ericsson, et vous voyez ce que ça fait, c'est que ça fait un sacré gap. C'est 8 dixièmes, il me semble. Ouais, c'est ça, 8 dixièmes 8 dixièmes pardon d'écart. C'est juste énorme, quoi. Alors qu'on est sur a priori la même monoplace. Et, après, il éclate Ericsson, c'est peut-être pas le meilleur week-end pour dire qu'Ericsson. Oui, après, du oui. coup, Ericsson quand même manque oui. tous les EL2, les EL3 ça compte pas. Voilà, c'est peut-être pas. C'est pas représentatif. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas 8 dixièmes d'écart, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même depuis quelques courses un écart certain. Et que là, de ce côté-là, je pense que clairement, Leclerc a pris le pas sur Ericsson et puis a pris le pas surtout sur la F1, je pense. Là. Et sinon, sur ceux qui ont été éliminés en Q2, parce que c'est bien de me spoiler ma Q3, mais. Bah non, il était en Q2, décevant. Leclerc. Qu'est-ce que tu dis? Oui, bah oui. Oui, mais justement, je voulais parler de Leclerc en Q3, puisqu'il était Voilà. Et ben voilà. J'attendais que vous parliez des 5 pilotes éliminés en Q2, moi. Voilà. T'es tendu parce que c'est l'avant-course, là. On est à moins de 20 minutes. Il reste 8 minutes. T'es tendu, je te sens tendu. Oui. Non, il reste 8 les minutes Force d'émission. India, c'est décevant. Voilà. C'est un peu là où on les sent depuis le début de l'année, en fait. Ouais, il est à 20. Ocon qui lui a bien aussi pris le pas sur Pérez en qualif, qui est à 20 millièmes de Leclerc. Bon, quand les conditions sont un petit peu grasses comme c'était, bon, ça peut venir d'un peu n'importe où. Bon, c'était quand même pas mal. Globalement, c'était quand même pas mal, surtout quand tu vois devant qu'il y a. On n'est pas surpris par, disons, 8 des 10 personnes dans le top 10 nous surprennent pas. Après, voilà, il faut bien combler. Du coup, ce coup-ci, c'est Sainz et Leclerc, mais Ocon était vraiment pas loin du coup d'y passer aussi. De toute façon, c'est très serré, hein. Tu regardes même Hülkenberg, il est à quoi? Il est à 80, un truc comme ça. Il est à 80, non, à 60. Ben non, à 60. Ouais, il est à 60 millièmes. Tu te rends compte, c'est rien, quoi. Du coup, messieurs, en passant à la Q3, dernier morceau de ces qualifications, avec en partant donc pour les 10 premiers, en partant du 10e, Romain Grosjean qui n'a pas fait de temps, Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sébastien Vettel, Valtteri Bottas et, comme j'ai déjà dit, Lewis Hamilton en pole position. Un mot, j'imagine, sur Grosjean qui a pas pu faire de temps. Ouais, incompréhension, je pense, entre les deux, entre lui et son écurie. Bon, c'est factuellement, hein, c'est très dommage du coup parce que c'était son Grand Prix. Et puis les As tournent bien depuis le début du week-end. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment très dommage. Les As sont bonnes. Les As sont vraiment bonnes. Ouais, et puis on sentait que c'était ça. On se disait la 7ème place va se jouer entre Magnussen et Grosjean, quoi. Oui. Donc on peut ne pas aimer ce pilote, bien, mais d'ailleurs, moi j'espère de tout cœur qu'il puisse ouvrir son compteur. Voilà, vraiment. Mais on peut ne pas aimer, clairement, mais voilà. Il part 10e. Il part 10e, donc il part 10e, ouais, c'est quand même vraiment pas... espérer quelque chose. Après, du coup, il faut voir. On verra en course s'il y a des moyens de possibilités de dépasser. Je pense quand même qu'honnêtement, Leclerc 8e, il est en danger. Il est quand même va être menacé par les As derrière. Hein. Logiquement, oui. Oui. Logiquement. Malgré tout le talent de Charles Leclerc, voilà, faut. Après, s'il arrive à les contenir, et ce sera très bien pour lui. Magnussen qui est 9e, mais j'ai vu qu'il s'était plaint d'avoir été gêné par Raikkonen. Ouais. Apparemment, il était vénère même. Oui, très énervé. Donc, Et Raikkonen qui du coup a été sous enquête et n'a rien reçu finalement. Et la gêne n'est pas non plus exceptionnellement terrible. Hein. On a vu pire ce week-end. On a vu par exemple Van Dorn complètement à l'arrêt devant Hamilton lors des essais libres 1, qui n'a pas eu d'enquête d'ailleurs. On a vu c'est Magnussen qui se plaint, quoi. C'était pas... C'est ça qui est drôle. Voilà, bon. Alors Raikkonen, par contre, belle déception pour le coup. Hein. Et même lui, en interview, en carré interview, ça sentait qu'il était dans ses vraiment très mauvais jours.
puisqu'il a même pas daigné répondre correctement. Je sais plus qui c'est qui faisait l'interview, je crois que c'était Laurent Dupin pour la partie française, pour Canal, pardon. Et du coup, mais ça se voit hein, en termes de temps, il tourne pas dans les mêmes temps que Vettel et encore un week-end off de sa part. Hein. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Il y a rien de très étonnant à ça, quoi. De toute façon, il avait une dynamique qui s'est totalement effritée. Au fil là, sincèrement, il est plus capable de rien. Quoi. Au Canada, normalement, il devrait. Enfin, au Canada, il aurait dû passer Hamilton. Oui, voilà, ça, c'est pas fait. Voilà. Là, sincèrement, vu ce qu'on entend en coulisses. J'ai l'impression quand même que ça sent mauvais. Là pour lui, parce qu'il est fortement question de promotion de Charles Leclerc chez Ferrari. Attention. Il y en a qui jugent. Ce serait, bref, je veux pas m'étaler là-dessus, mais ce serait un truc très inhabituel pour Ferrari. De notre côté, comme on dit, il y a la jurisprudence, on va dire l'occasion ratée de Jules Bianchi. Je pense que Ferrari veut pas revivre ça une deuxième fois, et quitte avec un Raikkonen qui commence à assez pas trop mal commencer l'année honnêtement, et en train de baisser rapidement. Je signale, il y a la Marseillaise par la garde nationale républicaine. Voilà. Je crois que c'était la compagnie Creole qui devait la faire. Ça aurait été plus sympa. Ça aurait été mieux. Je vous propose qu'on continue rapidement parce qu'il reste 3 minutes. Pour notre émission. Pas de surprise, je pense, au côté des Mercedes, puisqu'on savait qu'il y avait le resurfaçage du circuit comme Et même pour la course, je pense que avec les Mercedes devant... Et parce que du coup, c'est comme je répète que comme Barcelone, le circuit était resurfacé, donc Pirelli a mis des pneus un peu légèrement adaptés. C'est des pneus qui conviennent bien aux Mercedes. On revient pas sur la polémique, c'est comme ça. Pirelli a fait un choix. Non, mais c'est surtout qu'on revient pas sur la polémique. C'est surtout que c'est pas. Encore une fois, c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est pas des pneus Mercedes, quoi. C'est pas parce que les pneus sont différents que Mercedes, c'est bon, quoi. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est le fait qu'il arrive à mieux gérer la température de ces pneus-là? Je dis pas, Pirelli fait des pneus adaptés au circuit. Point barre. Je m'en fiche. Après, est-ce que, comme on sait, après, il y a des écuries qui arrivent à mieux tirer les parties des pneus sur tel ou tel circuit. Il y a une évolution moteur aussi de côté Mercedes. Le circuit a une configuration qui, visiblement, est dans celle qui plaise à la Mercedes. Il y a beaucoup de choses. Avec cet empattement long et les grandes courbes, je veux dire, si le roi du bossé, c'est adapté quand même au châssis Mercedes. Ça, c'est vrai. Bon, derrière Vettel, pas de surprise. Verstappen, Ricciardo qui suit. Bon, la seule déception, c'est Kimi Raikkonen. Quelque chose à ajouter? Et Renault qui réussit à placer, Sainz qui réussit à placer Sainz en Q3. En Q3, alors que Hülkenberg, curieusement, n'a pas l'air très à l'aise et du coup se fait un peu tenser par son coéquipier. Bon, je sais pas ce que peuvent jouer Renault. Visiblement la 7ème place, de toute façon, si devant on n'a pas un Verstappen ou autre, mais non. Ça va être compliqué avec les H, je pense. Je pense qu'il y a le milieu de tableau là entre la 7ème et la 12ème place risque d'être plus que serré et pour pronostiquer quoi que ce soit, ça va être très dur. Alors, moi, je vais m'avancer un pronostic, pas un pronostic, mais je veux dire, attention à Grosjean qui a quand même une voiture performante sur circuit et qui, à mon avis, veut vraiment faire quelque chose. Mais les As, les deux As. Ouais, mais surtout Grosjean qui veut vraiment briller à domicile et qui veut certainement une petite revanche des qualifs. Qu'il le fasse, au bout d'un moment, attention à Grosjean. À chaque Grand Prix, c'est la même chose. Non, justement, je pense qu'il va être particulier, il va faire super gaffe au départ, je pense, et j'espère pour lui. Le course, il peut être bon, quoi. J'espère pour lui parce que finalement, sa faute d'hier, c'est une faute qui lui coûte pas trop cher. C'est le moment de faire quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Sincèrement. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, à nos auditeurs, je vais pas perdre de temps à faire des rappels habituels parce que en fait, on se retrouve tout à l'heure. Alors, l'horaire exact, il est encore à déterminer. Mais, vers 18h15, 18h30, ça va dépendre déjà de combien de temps dure la course et tout ça, le temps qu'on met tout en place pour l'émission d'après-course. Comptez après la course, il y aura le quintet plus ou moins. Même si on fait l'émission juste après, il y aura le quintet plus ou moins et on va justement essayer de voir les premières tendances. Parce que vous pourrez voter jusqu'à lundi.
Voilà. Ah, jusqu'à lundi, d'accord. Oui, voilà, vous aurez les possibilités de voter jusqu'à lundi soir. Et puis, sauf que là, on pourra avoir un peu les premières tendances. Donc, Ok. bonne course. Mais, Oui, bonne messieurs, course à oui, tous. je pense qu'il est temps de rendre Oui. l'antenne parce que moi, Oui. je vais aller devant ma télé. Pareil. On connaît tous Alors, que- sur comme TF1, ça. c'est la pub, donc bonne course à tous ceux qui n'ont pas Canal. Désolé. Voilà. Tant pis pour vous. C'est ça. Et puis, pour tout le Allez. reste, bon Grand Prix à Moi, tous. je vous dis à tout à l'heure. Et À tout à surtout, l'heure. très très bon Grand Prix de France. Bah, moi, très bientôt Bon Grand pour moi. Prix. Je ne Bon serai pas Grand là. Prix. Allez, bon À Grand nous Prix à tous. cognac.